Bonjour. Après cette parenthèse sur la discorde religieuse, revenons à Caravage. Nous l'avions laissé, vous vous en souvenez, au faîte de sa gloire. Si vous cherchez Caravage sur Wikipédia, vous verrez ce portrait. Il a été réalisé par Ottavio Leoni, un portraitiste renommé, à qui étaient confiés les portraits des plus grands de l'époque. C'est donc la consécration pour Caravage. Mais l'environnement romain de l'époque n'a rien d'un havre de paix. C'est une ville tumultueuse, une ville sous l'influence du libertinage. Ah, le libertinage, c'est bien plus que le simple dérèglement des mœurs auquel nous pensons spontanément. Cette crise, c'est la faute à l'expansion du protestantisme. En effet, dans les milieux intellectuels suite à la Réforme, une incertitude s'est développée, celle de l'incroyance. Les libertins sont partisans de la libre pensée. Ils remettent en cause la divinité. Ce mouvement est porté par des personnages importants, des secrétaires particuliers du pape, les chevaliers de l'ordre de Malte et bien d'autres encore. Ils repensent ce Dieu qui s'est fait homme, le Christ, non pas comme un Dieu sauveur, mais comme un Dieu humain. Une ville libertine donc, mais aussi où l'on boit et où l'on tue beaucoup. Les bagarres mortelles sont monnaie courante. Les communautés étrangères ressemblent à des clans. Cloisonnés, ils défendent leur territoire. Rome est une ville de nationalité, italien, espagnol, allemand, français, flamand, etc., dont le pape est l'arbitre. Caravage est immergé dans ce contexte. Cela donnera un cocktail détonnant, un homme qui se débauche, mais dont la peinture représente la modernité. Si l'on ajoute l'alcool et la violence, on se doute qu'il ne va pas y avoir de happy end. D'ailleurs, Caravage est armé, il va cumuler les méfaits. Il se fait souteneur, ce qu'atteste une fiche de police de 1600, qui témoigne entre autres qu'il triche aux cartes, mais surtout qu'il se bagarre avec des clients mécontents. Ah, pas mécontents de sa peinture, ça non, mais de ses filles. Il vit en eau trouble et continue de peindre. Dans ce domaine, il est maître de ses moyens. Il ne prépare pas ses tableaux avec un dessin. Il esquisse au fusain, un geste d'une incroyable maîtrise, rendu par un trait de pinceau jamais repris ni interrompu. Le pinceau ne s'arrête pas. Les bêtises non plus d'ailleurs. En 1603, le voilà flagellé à sang pour son implication dans le meurtre d'un chef de police. Malgré la gloire, il chute dans les bas-fonds et récidive. En 1606, il y a un témoignage d'un règlement de compte contre un adversaire aux cartes, qui se termine par un homicide. Là, ça va trop loin. Cette fois, il n'est plus seulement impliqué, il est devenu meurtrier. Sa victime, Ranuccio Tomassoni, est selon les sources un aristocrate, un peintre ou un spadassin, entendez un tueur à gages. En fait, personne ne sait vraiment qui était ce pauvre homme. D'ailleurs, même l'orthographe de son nom est différente d'un texte à l'autre. Toujours est-il que la police arrive chez Caravage, l'interroge, puis repart pour soi-disant étudier le dossier. Ce détail prouve la protection dont jouit l'artiste, car autrement, il aurait été arrêté sur le champ et immédiatement exécuté. C'est tout. Caravage doit fuir, s'exiler. On parle d'exil car, comme on l'a vu à l'époque, l'Italie n'est pas encore une nation unifiée. Sa fuite est organisée par le marquis de Colonna. Rappelez-vous, c'est l'un des puissants soutiens de l'artiste. Le peintre se rend à Naples, alors sous gouverne espagnol. Aussi la police romaine ne peut-elle pas intervenir. Il restera 2 ans à Naples, mais ça n'est pas fini. Ah, je vous laisse sur votre faim. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour connaître les dernières pérégrinations de cette destinée hors du commun. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.